Vous êtes sur le point d'écouter une mini-disto tirée du journal d'enquête d'Émile et Sébastien. Hello tout le monde, ici Émile de Distorsion. Cette semaine, on se penche sur des développements qui ont eu lieu tout récemment concernant l'histoire de Maura Murray, une des disparitions mystérieuses qui fascinent le plus les internautes. Je vous replonge dans l'histoire avant de vous parler des développements récemment arrivés. Le 9 février 2004, Maura Murray, une étudiante en soins infirmiers de 21 ans de l'Université du Massachusetts à Amherst, disparaît dans des circonstances mystérieuses. Ce jour-là, elle quitte le campus de l'université vers 15h30 après avoir envoyé un email mensonger à ses professeurs prétextant un décès dans sa famille. Elle retire 280 $, achète de l'alcool en grande quantité et prend la route dans sa voiture de marque Saturn noire. Vers 19h, sa voiture est retrouvée accidentée contre un banc de neige sur la route 112 à Woodsville, dans le New Hampshire. Un témoin appelle la police à 19h27, mais lorsque les autorités arrivent sur place vers 20h, Maura a complètement disparu. L'enquête révèle que Maura avait apparemment prévu un voyage d'1 semaine, emportant des vêtements et des articles de toilette. Les recherches initiales, incluant l'utilisation de chiens pisteurs, suggèrent qu'elle aurait pu monter dans un autre véhicule. Les jours suivants, la police émet l'hypothèse qu'elle pourrait être bouleversée, même suicidaire. Bien que sa famille conteste cette théorie. Malgré l'implication du FBI et de nombreuses recherches, y compris par hélicoptère et avec des chiens cadavres, aucune trace concluante de Maura n'a été trouvée. Sa disparition reste non élucidée à ce jour, alimentant de nombreuses théories et spéculations. C'est une des histoires préférées des podcasteurs avec sa chronologie incompréhensible, le très court laps de temps où elle a été aperçue, ainsi que les traces numériques qu'elle a laissées derrière elle. On en a parlé évidemment dans Distorsion lors de notre première saison, et nous avons aussi réalisé une interview avec James Renner, l'auteur américain dont nous allons parler aujourd'hui. Entre autres, vous pouvez retrouver cet épisode dans notre catalogue sur votre application de podcast préférée. Voici une chronologie un petit peu plus détaillée des événements entourant la disparition de Maura le 9 février 2004. Avant l'accident, après minuit, Maura effectue des recherches sur MapQuest pour des itinéraires vers les Berkshires au Massachusetts et au Vermont, dans la région de Burlington. À 13h, elle envoie un courriel à son petit ami disant qu'elle l'appellera plus tard et contacte le propriétaire d'une location de vacances. À 13h24, elle informe son superviseur par courriel qu'elle sera absente 1 semaine pour un décès familial, ce qui s'avérera faux. Personne de sa famille n'est décédé dans ces semaines-là. À 14h05 cette journée-là, elle appelle un service d'information sur les hôtels dans la région de Stowe au Vermont. À 14h19, elle laisse un message vocal à son petit ami, encore une fois, promettant de le recontacter plus tard. Environ autour de 15h30, Maura quitte le campus de l'Université du Massachusetts Amherst avec sa voiture Saturn noire, emportant des vêtements, des articles de toilette et de l'alcool qu'elle avait acheté plus tôt. Il y a quand même beaucoup d'alcool dans les provisions de Maura. À 19h27, une résidente locale signale un accident sur la route 112 près de Woodsville au New Hampshire. La voiture de Maura est retrouvée dans un banc de neige. Un voisin s'arrête pour proposer son aide, un chauffeur d'autobus, mais Maura décline en disant qu'elle a déjà appelé une assistance routière, ce qui ne sera pas confirmé plus tard d'ailleurs. À 19h46, quelques minutes plus tard, la police arrive sur les lieux. La voiture est abandonnée avec des traces d'impact et une boîte de vin ouverte à l'intérieur. Maura a disparu sans laisser de traces. Ces événements restent inexpliqués et malgré des recherches intensives dans les jours suivants, aucune piste concluante n'a été trouvée et encore à ce jour. Maintenant, en mars 2025, que se passe-t-il?
James Renner, l'auteur du livre True Crime Addict et auteur du blog MauraMurrayMystery.com, a sorti une nouvelle à propos de cette histoire qu'il couvre depuis très longtemps. Un homme, un certain Stephen Baldwin, a été arrêté pour un tout autre crime tout récemment. Et dans la foulée de son arrestation, ses empreintes digitales ont été associées à d'autres retrouvées à l'intérieur de la voiture de Maura Murray en 2004. Vous allez voir, c'est complètement fascinant. Mais tout d'abord, qui est Stephen Baldwin? Selon James Renner, Baldwin et Maura Murray ont fréquenté le collège de West Point en même temps au début des années 2000 lorsque Baldwin utilisait encore son nom de naissance, Stephen Finkelstein. James Renner rapporte que les deux ont entretenu une relation brève pendant un certain temps et que Baldwin était le représentant étudiant de Maura devant un comité de révision judiciaire pour une affaire disciplinaire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Maura Murray avait été retrouvée inconsciente sur le campus de West Point après avoir trop bu, abandonnée par ses amis. Des bons amis, vous me direz. À l'époque, Stephen Baldwin l'avait défendue auprès du comité disciplinaire pour dire qu'elle était une très bonne étudiante après tout. Il a par la suite quitté West Point dans la semaine qui a suivi le départ de Maura de l'école. Et écoutez bien ça, il a fait changer son nom de famille après la disparition de Maura en 2004. Et ça, c'est très louche, je vous avoue. Stephen Baldwin est semi-célèbre dans le monde du sauvetage canin et a géré son propre refuge où il offrait des services d'élevage dans le centre de l'Ohio pendant de nombreuses années avant qu'étrangement des chiens commencent à disparaître. Il a d'abord été un fervent militant pour les droits des animaux, mais tranquillement, il a pris un tournant un peu sombre, et son refuge a même fait une apparition dans une vidéo de mise en garde de PETA, l'organisme, concernant des établissements non recommandables pour les animaux. Une longue enquête a débuté et nous avons finalement appris que Stephen faisait euthanasier inutilement des chiens afin de créer plus d'espace dans son refuge pour que plus de chiens puissent être envoyés, dans le but de générer plus d'argent. Il détournait également ses fonds de son organisation à but non lucratif pour son usage personnel. Les autorités ont découvert que Stephen, écoutez bien ça, avait tué au moins 18 chiens dans l'Ohio et jusqu'à 100 chats. Lorsqu'il a appris qu'il faisait l'objet d'une enquête, il s'est enfui en Californie où il a démarré une nouvelle entreprise et apparemment il aurait tué 18 autres chiens dans cette entreprise-là. Il a été finalement arrêté en août 2020 et inculpé de 42 crimes, notamment de cruauté envers les animaux de compagnie, de vol qualifié, de corruption et d'usurpation d'identité d'un agent de la paix. Donc, solide dossier, ce Stephen. Après son arrestation, la police de l'Ohio a entré les empreintes digitales de Stephen dans la base de données nationale des empreintes digitales. Et peu de temps après, le détective Charles West de l'unité des affaires non résolues de la police d'État du New Hampshire a contacté la police de l'Ohio et les a informés que les empreintes de Stephen correspondaient à des preuves dans l'affaire Maura Murray. À ce moment-là, il a dit à d'autres que Stephen était son suspect numéro 1 dans l'affaire. Charles West a commencé à faire des plans pour venir dans l'Ohio et parler à Stephen, mais a ensuite brusquement quitté son poste au sein de l'unité, expliquant que sa décision était due en partie au drame qui entourait l'affaire et aux actions des défenseurs travaillant avec la famille Murray. On le sait, c'est un cas qui fait bouger beaucoup d'émotions, le cas de Maura Murray, autant du côté de sa famille, du côté des gens qui la défendent, mais aussi du côté de son ex-conjoint et autres, donc ça remue les émotions. Le FBI a rendu visite finalement à Stephen au printemps 2024 et l'a interrogé sur l'affaire. Et selon Stephen, on lui a dit que ses empreintes avaient été trouvées dans un boîtier de CD, un disque compact trouvé dans la voiture de Maura. Il a nié toute implication dans sa disparition.
Peu après la visite, Stephen a envoyé un email à l'agent du FBI qui incluait des souvenirs de son temps à West Point avec Maura, y compris une fois où il a eu des ennuis pour l'avoir reçu dans sa chambre. Il a dit qu'il croyait qu'un autre cadet, dénommé Chris, aurait harcelé Maura à cette époque-là, mais il n'a pas pu fournir de nom complet ni plus de détails, donc c'est à prendre avec des pincettes. Jeudi dernier, Stephen a été condamné à 15 ans de prison pour ses crimes dans l'Ohio envers les animaux. Une ancienne petite amie de Stephen a contacté l'auteur James Renner et a détaillé son comportement abusif. En fait, 2 de ses anciennes petites amies sont décédées bizarrement, une d'une overdose et l'autre dans un accident de voiture en état d'ébriété, où elle pense que son comportement abusif aurait contribué à leur mort. La mère de Stephen, Barbara Baldwin, est actuellement portée disparue, imaginez-vous donc, bien qu'il ne soit pas clair si un membre de sa famille ait déposé un rapport officiel car elle était éloignée d'eux depuis des années. Elle a été vue pour la dernière fois dans le sud de la Californie et aurait changé son nom pour Nike Powers en 2007. Bizarre de famille. Tout cela s'est tiré du blog de James Renner. Donc, encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes, mais je sais que c'est les contacts qu'il a dans le milieu des autorités qui lui ont donné ces informations-là. Stephen affirme qu'il n'a jamais été vu à l'Université du Massachusetts, ni même dans l'État du New Hampshire. Il n'est jamais allé, selon lui. Il nie donc complètement être lié à la disparition de Maura. De mon côté, j'aimerais en savoir plus sur le CD en question. C'est facile de connaître l'origine temporelle d'un CD, d'un disque compact. Si c'est un CD gravé, comme on faisait à l'époque, il est possible avec les métadonnées de connaître l'origine du disque. Et si c'est un CD original, on peut connaître son année de production et même de sortie, puis voir si justement il s'agissait du vieux CD de Pearl Jam que Maura avait acheté en 1994, ou peut-être que Stephen lui aurait prêté à West Point, ou si c'est un disque plus récent qui pourrait contredire ces affirmations. Parce qu'encore une fois, on se rappelle, pour ceux qui ont connu l'époque du CD, souvent on se les prêtait, on avait d'immenses cartables avec 200 CD dedans, donc c'est possible qu'il y ait plein d'empreintes digitales sur les CD retrouvés dans la voiture de Maura. Et aussi, je serais curieux de savoir, il a été retrouvé où le CD? Est-ce qu'il était en dessous d'un banc, dans le coffre à gants? Est-ce qu'il était à portée de main ou autre? Donc, encore une fois, il nous manque des détails. Après, est-ce que Stephen Baldwin est digne de confiance? Écoutez, on va se remettre aux faits, c'est un tueur en série d'animaux. Il a menti à des tonnes de propriétaires de chiens, donc la réponse est non. Mais j'aimerais en savoir plus sur qu'est-ce qui l'aurait poussé à peut-être intervenir dans la disparition de Maura. Pour revenir au CD, il y a des rumeurs qui disent que ce serait un disque des New Radicals. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce groupe One Hit Wonder. Mais encore une fois, ce sont des oui-dire. Si c'est le CD original sorti en 1998, ça se peut que ce soit justement un disque que Stephen lui aurait prêté lors de ses études à West Point. Je n'en reviens pas, ceci dit, de voir à quel point Maura était entouré de gens douteux à l'époque, surtout des gens provenant de West Point, qui est sans doute une des écoles militaires les plus réputées au monde. Non seulement Stephen Baldwin y était, le tueur animal en série, mais en plus, l'ancien copain de Maura, Bill Rauch, avait subi, lui, des allégations de violence conjugale sur une autre de ses copines plus tard, après la disparition de Maura. Donc, c'est bizarre. Il y a plusieurs personnes louches qui gravitaient autour de la vie de Maura. Tout cela est bien étrange. Ceci dit, des découvertes comme celle-là peuvent nous redonner espoir de voir certains cold cases résolus des années après les faits. Sinon, nous allons assurément vous tenir au courant des développements futurs de cette affaire. Je termine en vous suggérant de vous abonner à notre Patreon, car plein de contenu exclusif vous attend. Ce mois-ci seulement, nous avons publié 2 épisodes exclusifs sur des théories du complot, notamment sur les incendies de Los Angeles, ainsi que sur l'informatique quantique. Nous avons en plus publié ce mois-ci un épisode sur le terrifiant Toy Box Killer et 2 épisodes où on analyse des documentaires, notamment celui sur l'histoire de Gabby Petito. Vous allez y trouver des tonnes de contenus plus distordus les uns que les autres, et c'est la meilleure façon de nous encourager à en créer encore plus. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.